Merci à toutes et à tous d'être présents. Vous êtes présents en nombre et il y a des personnes qui continuent d'arriver. Donc, on va commencer doucement pour que tout le monde ait le temps d'être là pour le début du webinaire. Donc, le webinaire de ce jour a pour thème le rôle des dents, posture, bonne pratique et aussi partage de ressources. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites recommandations pour que ce webinaire se passe bien et que tout le monde puisse en profiter. Donc, dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter dans le chat. Donc, vous pouvez donner votre nom, votre prénom, votre nom comme vous voulez, la structure pour laquelle vous intervenez, dans quel cadre vous êtes aidant numérique. Je l'ai déjà dit, mais je vais vous demander aussi de couper vos micros autant que possible pendant le webinaire. Il y aura des temps d'échange dédiés pendant lesquels vous pourrez poser toutes vos questions. Donc, à ce moment-là, ce sera le moment de rallumer vos micros. Mais le reste du temps, si vous avez des questions un peu précises sur ce qui est en cours de présentation, je vous invite à les envoyer plus tôt dans le chat, ce qui va permettre une meilleure compréhension pour tout le monde. Et je viens de le dire, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions pendant ce webinaire. Le but, c'est que ce soit aussi un temps d'échange. Donc, on va vous présenter un certain nombre de choses, de ressources. On aura un témoignage aussi d'une aidante pendant ce webinaire. Mais voilà, il faut que ce soit interactif. Donc, si vous avez des questions sur ce qui est en train d'être présenté, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On va vous présenter donc un support là, qui est en cours de projection. Il y a aussi tout un ensemble de liens qui vont vous être partagés pendant ce webinaire. Donc, vous pouvez les noter si vous voulez, mais dans tous les cas, tout ça vous sera envoyé par mail à l'issue du webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas, toutes les informations qu'on va vous donner vous seront par la suite envoyées. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Martin Bonisso et je suis chef de projet au sein de l'association We Take Care que vous devez commencer à connaître. Donc, nous, on œuvre dans le domaine de l'inclusion numérique. Je vais vous en dire un tout petit peu plus dans quelques minutes. Mais avant tout, je vais laisser la main à notre intervenante du jour, Esther Latuga. Donc, Esther, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Donc moi, je suis une conseillère France Service et j'ai une double casquette. Je suis aussi animatrice numérique. Donc j'anime des ateliers numériques et je fais de l'accompagnement individuel aussi. Mon public principal, c'est des seniors, mais pas que, mais c'est principalement des seniors. Voilà. Et je vais vous partager mon expérience de terrain voilà, à la fin de cette formation. Merci beaucoup pour cette présentation. Allô? Oui, il y a quelqu'un qui arrive. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de couper votre micro en dehors des temps d'échange Bien et sûr. de poser vos questions par chat si vous le voulez bien. Merci. Donc, rapidement, les objectifs de ce webinaire, le but, c'est, vous le verrez, c'est un webinaire qui a été pensé de manière très interactive. On va vous présenter un certain nombre de contenus, mais le but, c'est vraiment d'interagir, de donner votre avis. Vous verrez, il y aura une petite mise en situation. Donc, vraiment, je vais vous demander d'y participer autant que possible pour que collectivement, on puisse discuter du sujet de la posture de l'aidant. L'autre objectif de ce webinaire, c'est aussi de vous présenter tout un ensemble de ressources utiles dans votre accompagnement. Donc, vous verrez, il y a certaines ressources qui sont issues de la plateforme Les Bons Clics et d'autres ressources qui sont externes, notamment des ressources qui ont été créées par la CNIL et que je pourrais vous présenter pendant ce webinaire. Et enfin, le dernier objectif, c'est que vous puissiez interagir entre professionnels ou bénévoles de l'accompagnement au numérique et que vous puissiez, par l'intelligence collective, partager vos bonnes pratiques. Donc, au niveau du programme de ce webinaire, on va passer un premier temps d'environ une demi-heure sur le sujet de la posture de l'aidant, de manière un petit peu théorique et aussi avec une mise en pratique interactive. Dans un deuxième temps, je vous présenterai des ressources au service de la posture de l'aidant, de comment on accompagne ces publics-là, qui sont à la fois sur les bons clics et à la fois sur des sites externes. Ensuite, je laisserai la parole à Esther, qui s'est présentée en début de webinaire, pour qu'elle nous partage son expérience, qu'elle nous donne un peu quelques conseils issus de son expérience en tant que conseillère numérique. Et à la fin, on gardera 10 minutes pour un temps d'échange en fin de webinaire jusqu'à avant midi et demi pour que vous puissiez poser les questions que vous n'auriez pas eu le temps de poser dans la première partie du webinaire. On va commencer tout de suite par vous mettre à contribution. Je vais m'arrêter de parler pendant quelques minutes et je vais vous proposer de vous connecter sur la plateforme WooClap. Alors, pour ceux qui connaissent,
il suffit de prendre le lien qui s'affiche à l'écran et qu'on va vous coller dans le chat pour pouvoir vous connecter. Voilà, donc il y a un petit message qui vient d'apparaître dans le chat, c'est app.wooklab.com/post, POST 23, post pour posture. Donc, prenez ce lien, collez-le dans un onglet de votre navigateur ou sur votre smartphone si vous l'avez à la main à côté. Et grâce à cette petite plateforme interactive, je vais pouvoir vous poser des questions et vous pourrez y répondre en temps réel. Vos réponses vont s'afficher sur l'écran. Donc voilà, je vous invite à vous connecter sur ce site. Donc à nouveau, soit vous prenez le lien que ma collègue vous a collé dans le chat, soit vous allez directement sur wooklab.com et quand on vous demande le code de l'événement, eh ben, vous tapez POST 23, POST 23. Voilà, je vois qu'il y a déjà 74 personnes qui ont réussi à faire cette manipulation. Donc, je vous laisse un peu de temps pour vous connecter et ensuite, on lancera la première question. Oui, c'était marqué. Il y avait ce qu'il fallait faire. OK. Vous êtes 120 à vous être connectés sur Wooklab. Je vous laisse encore peut-être 15 secondes pour les 60 qui ne s'y sont pas encore connectés. Si jamais ça ne fonctionne pas ou si vous n'arrivez pas à vous connecter, ce n'est pas très grave. Vous pourrez participer via le chat. Donc, ne vous en faites pas. Essayez autant que possible. Ça permet de centraliser toutes les réponses, mais ce n'est pas dramatique. Ok, super. On va se lancer avec la première question. Vous êtes 140 connectés. J'ai même un c'est bon de la part de Marvin, donc je pense que c'est le moment pour lancer la première question. Donc, c'est une question ouverte. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a plusieurs bonnes réponses. À votre avis, quels freins peuvent limiter l'usage du numérique? Donc, vous avez tous des expériences d'accompagnement. À votre avis, par les personnes que vous avez rencontrées et votre imagination, quels sont les freins qui peuvent limiter l'usage du numérique? Alors, il y a déjà beaucoup de réponses qui apparaissent. Je vois la peur, notamment, qui est apparue très vite, l'illettrisme, les freins matériels. Hop, je vais organiser comme ça, ce sera plus facile à suivre. La peur de faire une bêtise, le handicap, le piratage. Donc, derrière le piratage, probablement qu'il y a la peur d'être piraté. L'accès à Internet, le manque de matériel, le manque de budget. L'allophonie, donc le fait de ne pas comprendre la langue dans laquelle sont proposés les services en ligne, le manque de confiance en soi, effectivement, ne pas comprendre le fonctionnement. Regarde s'il y a des choses que je n'aurais pas encore mentionnées. L'inquiétude, l'inquiétude, c'est lié à la peur, effectivement. L'âge, alors l'âge en soi, ce n'est pas forcément un frein, mais avec l'âge, on a probablement le manque de compétences. Le numérique explose. Alors oui, tout à fait, ce n'est pas vraiment un frein non plus, mais effectivement, c'est une raison pour laquelle, pour certains, c'est nécessaire de s'en servir en tous les cas. D'isolement géographique, oui, effectivement. Alors super, toutes les réponses que vous avez données sont parfaitement dans le thème. Encore une fois, il n'y a pas forcément de bonne réponse à cette question. Enfin, il y en a plusieurs en tous les cas. Mais quand on parle de freins au numérique, souvent, on isole plusieurs facteurs. Des facteurs qui sont plutôt d'ordre, on va dire, matériel et d'autres qui sont plutôt d'ordre psychologique ou liés aux compétences des publics. Donc, dans les freins matériels, on a notamment le fait d'être dans une zone qui soit mal couverte par Internet. Donc, on parle souvent de zones blanches. Certaines zones rurales, on a beau être bien équipé, finalement, on n'a pas de connexion. Donc, ça bloque pour avoir accès à tous les services en ligne. Au-delà de ça, il y a un frein qui vient encore avant dans le côté matériel, c'est le fait de ne pas être équipé en équipement connecté, que ce soit en smartphone ou en ordinateur. Si on n'a pas les équipements qu'il faut ou si on a juste un smartphone, par exemple, il y a tout un tas de démarches qui ne sont pas adaptées à ce matériel-là. Et après, au niveau des freins plutôt psychologiques, on a la peur. Vous avez été plusieurs à le mentionner.
la peur de se tromper, c'est quelque chose qui peut être bloquant, alors que finalement, quand on commence à acquérir les compétences, on passe ce niveau de peur. On a aussi le manque d'intérêt ou de motivation. Ça peut être lié à l'âge. Des personnes qui ont connu un monde avec très peu de numérique ou pas du tout de numérique ne voient pas forcément l'intérêt de se mettre au numérique. Il y a le manque de connaissances des démarches disponibles aussi. Si vous ne savez pas ce qui est possible de faire sur Internet, vous n'allez pas aller vers ces différentes démarches. Le manque de maîtrise de la langue française, ça, vous avez été plusieurs à le mentionner. Ça peut être soit l'illettrisme, soit le fait de mal maîtriser le français. Si on n'arrive pas à lire une interface, alors on ne peut pas l'utiliser. Et si on arrive à lire, mais que ce n'est pas dans sa langue, on n'arrive pas à l'utiliser non plus. Et enfin, il y a le manque de compétences numériques de base. On peut être doté d'un ordinateur, mais de ne pas savoir s'en servir. Dans ce cas-là, on n'arrive pas à se saisir des opportunités du numérique. Alors, merci pour vos questions. Je vais tout de suite passer pour vos réponses, pardon. Je vais tout de suite passer à la question suivante sur WooClap. C'est à nouveau une question ouverte. Là, on est déjà un peu plus dans une perspective d'accompagnement. Que diriez-vous à une personne que vous accompagnez pour la motiver à découvrir ou à progresser donc, par rapport au numérique? Très rapidement, quelqu'un nous dit « ça ne mord pas ». Donc ça, c'est peut-être quelqu'un qui a peur du numérique. Ensuite, utilité de l'outil. Donc voilà, mettre en avant les opportunités qu'on peut avoir avec le numérique, évidemment. Aller vers l'autonomie. Donc là aussi, en fait, on explique à la personne qu'en utilisant le numérique, on va pouvoir lui donner des nouvelles possibilités et peut-être qu'elle sera moins dépendante de l'aide. Se faire plaisir sans sortir. Ça rejoint un peu découvrir des passions. Effectivement, le numérique, ça peut être une difficulté, mais ça peut aussi être la possibilité d'aller vers d'autres activités, de nouvelles activités qui sont plutôt plaisantes. C'est nécessaire, outil indispensable. Donc là aussi, on est moins sur le ça permet de faire de nouvelles choses, mais plutôt, si on ne s'y met pas, on va se retrouver bloqué par rapport à un certain nombre de choses, notamment dans le cadre de la dématérialisation des démarches en ligne. Alors, j'ai juste une petite question dans le chat. Thomas nous dit comment rejoint-on WooClap? Alors, je vous invite à aller sur le site wooclap.com. C'est écrit en haut de l'écran que je suis en train de partager et rentrer le code POST23. Comme ça, vous pourrez rejoindre la participation. Hop. On va prendre le temps, y aller par étapes. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça veut dire que si on a une personne qui peut-être a peur, qui se fait toute une montagne du numérique, lui dire qu'en fait, il y a des compétences de base, des compétences plus avancées et que finalement, en les apprenant les unes après les autres, on va pouvoir progresser par étapes. Alors, tu peux y aller, tu ne casses rien, elle a le droit de se tromper. Donc là aussi, ça va ensemble. Hein, c'est de se dire que finalement, quand on fait une démarche sur papier, parfois on se trompe, on recommence, on barre. En fait, sur le numérique, c'est la même chose. Il n'y a pas de raison de penser qu'une action qui est réalisée sur le numérique aura des conséquences sur lesquelles on ne pourra pas revenir. Finalement, c'est un peu pareil que faire une démarche en physique. Excusez-moi, bonjour. Bonjour, Stéphane. Bonjour. C'est Post 24? Post 23. Ah, Post 23. Ah, oui, très bien. 2023. Encore un mois et demi et on passera en Post 24, mais là, c'est toujours Post 23. Post 23. Très bien, merci pour toutes vos réponses sur le WooClap. Donc, à nouveau, hein, tout ce que vous nous avez dit, c'est très pertinent et il n'y a pas finalement de réponse unique à cette question de comment motiver. Simplement, là, sur cette slide, on a voulu vous mettre un peu en évidence les opportunités qui sont créées par le numérique. Alors, il y en a d'autres, hein, mais ça peut être une base pour parler avec quelqu'un qui serait réticent à être accompagné sur le numérique. Donc, tout d'abord, on constate que il y a des services qui sont dématérialisés dans à peu près tous les domaines de la vie, qu'on parle d'insertion professionnelle, qu'on parle de finance, de mobilité, de tout ce qui est logement, énergie, de parentalité, de la santé, la e-santé, on en parle beaucoup, de maintien du lien social ou bien des sujets beaucoup plus plaisants qui sont plutôt liés aux loisirs. Et donc, en fait, tous ces services dématérialisés, si on n'a pas les clés du numérique, on ne peut pas y accéder tout simplement. Et donc, on peut mettre en avant face à
face à un apprenant, le potentiel que peut donner le numérique sur ces différentes thématiques. Et donc là, il y a quelques exemples chiffrés pour vous donner une idée d'arguments que vous pouvez mobiliser. Sur le sujet de l'employabilité, on constate qu'en maîtrisant la recherche d'emploi en ligne, la création de CV, etc., le temps passé au chômage peut être réduit de 25%. Donc évidemment, c'est une moyenne, mais ça donne quand même une idée de l'utilité du numérique pour trouver un emploi. En termes de gain de temps, quand on fait une démarche en ligne, on économise bien sûr du temps de transport, mais aussi tout le temps d'échange de courrier, etc. Donc, on estime qu'on peut gagner jusqu'à 30 minutes par démarche. À nouveau, c'est une estimation, hein, c'est une moyenne, en utilisant les services publics en ligne. En termes d'autonomie, donc là, c'est moins chiffré, mais c'est quand même un argument qui peut faire mouche, notamment auprès des seniors. Le numérique et notamment tous les outils de communication qui sont apparus ces dernières années, ces dernières décennies, peuvent contribuer à réduire le sentiment de solitude en augmentant la fréquence de contact avec les proches. Alors évidemment, quand on parle de ça, on pense à la période du Covid, où il y a eu beaucoup de personnes qui ont été isolées, notamment des personnes âgées. Et c'est grâce à certains outils numériques que certaines ont pu réduire ce sentiment de solitude. En termes de gains financiers, là-dessus, il y a aussi beaucoup d'opportunités qui peuvent être offertes par le numérique. On pense à toutes les plateformes, notamment de seconde main, etc., qui sont à peu près accessibles qu'en ligne. Là-dessus, on a estimé que par an et par individu, on pouvait avoir un gain de pouvoir d'achat estimé à 170 € avec les plateformes collaboratives. Donc, c'est vraiment loin d'être négligeable. Il y a un investissement sur le numérique, mais derrière, il y a aussi des gains qui peuvent être obtenus grâce à ces outils. Et enfin, je reviens au sujet de l'employabilité et le sujet de l'insertion professionnelle. Il y a en 2022 190 000 emplois qui étaient à pourvoir dans le numérique. Et ça, c'est sans prendre en compte les emplois qui nécessitent de maîtriser le numérique. Donc, ça donne quand même une idée du sujet. Rebo nous précise dans le chat que l'autonomie, effectivement, ce n'est pas que pour les personnes âgées qui sont éventuellement dépendantes, ça peut être aussi au sein d'une famille, notamment pour les femmes, ne plus dépendre de son mari ou de ses enfants. Effectivement, l'autonomie, ça se joue à plusieurs niveaux. Merci pour votre commentaire. Alors, après ce petit quiz introductif, je vous propose de passer à une petite mise en pratique. Donc, ne vous déconnectez pas de WooClap, on va continuer à utiliser l'outil. Et là, je vais vous mettre dans une situation pour adopter la posture de l'aidant. Mais avant toute chose, simplement 2 petites slides de contexte. Je vais aller très vite là-dessus, hein. C'est un peu théorique et je pense que c'est des sujets que vous connaissez, mais c'est intéressant de les reposer quand même. Quand on parle de posture de l'aidant, souvent, on a parlé de frein juste avant, hein, souvent il y a un besoin en début de relation apprenant-aidant de diagnostiquer le niveau numérique de l'apprenant et notamment de mettre le doigt sur les freins principaux de cette personne. Donc, à travers un diagnostic, on peut déjà, a priori, repérer, ne serait-ce que par des questions ou des mises en situation, si les freins de l'apprenant se situent plutôt au niveau de l'accès au numérique, que ce soit l'accès au matériel, à une connexion, etc. Est-ce que ce sont plutôt des freins qui ont trait à la motivation, donc là aussi des freins psychologiques, ou des freins liés à la compétence? Est-ce qu'une personne a accès à du matériel, est motivée pour apprendre le numérique, mais n'a pas les compétences nécessaires? Donc, si on a un frein qui est lié à l'accès, il faut savoir réorienter vers du matériel. Donc, ça peut être soit un espace connecté où la personne peut se rendre pour utiliser le matériel. Ça peut être aussi des offres de vente de matériel reconditionné à des tarifs sociaux, etc. Il y a des associations qui proposent ça. Ça peut être aussi assisté. Donc, si une personne n'a pas accès à du matériel et qu'elle se trouve dans un espace connecté, probablement qu'elle va avoir besoin d'assistance pour se servir du matériel. Quand le frein est plutôt la motivation, il y a un vrai sujet pour l'aidant d'arriver à motiver l'apprenant. Et ça, c'est ce qu'on vient de voir avec notamment les phrases que vous avez proposées pour motiver les apprenants et juste avant les bénéfices qu'on peut tirer du numérique. Il va y avoir un sujet d'assistance aussi. Et en assistant une personne dans ses démarches, probablement qu'elle va se rendre compte que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça et donc que sa motivation va grandir. Et en termes, quand les freins sont plutôt sur le plan des compétences, on va avoir bien sûr le sujet de l'assistance, faire avec parce que la personne ne sait pas faire à l'origine. Et il y a aussi bien sûr le sujet de la formation, soit
la formation que l'aidant peut réaliser lui-même, soit une formation qui n'est pas dans ses cordes, et donc vient le sujet de l'orientation vers une formation adaptée. Et donc, pour orienter vers une formation adaptée, il y a une condition préalable qui est de bien connaître le réseau d'aide existant, et c'est ça qui va permettre de renvoyer vers le bon acteur à proximité du domicile de l'apprenant et qui aura les compétences nécessaires pour réaliser la formation. Un autre petit sujet un peu théorique, mais qui peut être utile, et là on rentre déjà un peu plus dans la pratique et dans la posture de l'aidant. On constate que selon le niveau numérique de la personne à qui on parle, la posture à adopter n'est pas la même. Quand on a une personne qui a un niveau très très faible sur le numérique, qui est totalement exclue du numérique parce qu'elle ne sait pas lire, parce qu'elle ne parle pas français, parce qu'elle n'a jamais touché un ordinateur, on va, pour l'aidant, plutôt se positionner dans une dynamique de faire pour. Donc, c'est-à-dire que c'est l'aidant, vous voyez sur le petit schéma, c'est l'aidant qui est sur l'ordinateur, qui recueille l'information auprès de l'apprenant et qui la saisit, par exemple, dans un formulaire en ligne. Si l'apprenant est plutôt éloigné du numérique, mais pas totalement exclu, là, la position de l'aidant, ce n'est pas la même. On est sur un faire avec. Donc là, vous voyez que sur le deuxième schéma, c'est l'apprenant qui a l'ordinateur devant lui, mais l'aidant est à côté, du même côté de la table, et le guide dans la démarche qui est en train d'être réalisée. Donc, le fait d'être côte à côte, ça veut dire que l'apprenant et l'aidant voient le même écran. Donc, ça, c'est très important. Ça va nécessiter pour l'aidant vraiment un peu un laisser-faire, c'est-à-dire qu'on fait avec, mais c'est quand même l'apprenant qui a la main sur la démarche. Donc, on n'est plus dans le faire pour, et vraiment, on laisse l'apprenant pas en autonomie, mais en tous les cas faire lui-même les actions et le rassurer à chaque étape. Enfin, dernière catégorie, si on est avec un apprenant qui est proche de l'autonomie numérique, donc qui sait par exemple se servir d'un ordinateur, mais qui simplement a besoin d'être rassuré sur une démarche, d'avoir un petit coup de pouce. Alors là, on est sur le laisser-faire. Et donc, vous voyez sur le schéma, l'apprenant et l'aidant ne sont pas au même bureau, mais l'aidant est à proximité. Comme ça, si l'apprenant a besoin d'être rassuré ponctuellement, il peut poser sa question et l'aidant est présent pour lui répondre. Voilà, donc après vous avoir donné ces petits éléments de théorie, je vous propose donc de passer à la fameuse mise en pratique dont je vous ai parlé. Donc pour cette mise en pratique, ce qui va se passer, c'est que je vais vous proposer des phrases qui peuvent être prononcées par un apprenant, et je vais vous demander de réagir à ces phrases, de vous mettre dans la posture de l'aidant et de donner des arguments à cette personne. Donc pour ça, je vous le répète, il faut vous rendre sur l'outil WooClap. Donc, la plupart d'entre vous sont déjà connectés, donc a priori, ça ne pose pas de problème. Mais pour rappel, le code de l'événement, c'est POST23, POST23. Et sans plus attendre, je vous propose cette première phrase qui peut être prononcée par un apprenant dans le cadre d'un accompagnement, avec une personne qui nous dit ici « Je suis trop vieux ». Et donc, ça y est, je vous ai affiché la question sur WooClap. Qu'est-ce que vous répondriez à une personne qui vous dit « Je suis trop vieux ». J'ai vu un « vous êtes plus jeune que moi ». Ça, je pense que c'est une réponse qui est maligne parce que ça permet de montrer que par l'exemple, que finalement, il n'y a pas d'âge pour apprendre. On peut apprendre à tout âge, c'est vrai. Les personnes âgées peuvent être amenées à apprendre dans plein d'autres domaines que le numérique, donc il n'y a pas de raison que le numérique soit bloquant. Alors, il n'y a pas d'âge pour apprendre, c'est très, très, très récurrent dans vos participations, donc j'imagine que c'est une phrase que vous utilisez vraiment sur le terrain. Ok, alors merci beaucoup pour vos contributions. Effectivement, je suis trop vieux. La première réponse, c'est il n'y a pas d'âge pour se former. Et là-dessus, on peut faire des parallèles avec plein d'autres activités sur lesquelles les seniors peuvent se former et qui ne sont pas le numérique. Donc, il n'y a pas de raison de se bloquer spécifiquement par rapport au numérique. Et probablement que ce « je suis trop vieux » vient du fait que ces personnes ont connu un monde où il n'y avait pas le numérique et donc qui est arrivé après.
Un autre argument qui est utile, c'est quand même l'intérêt du numérique par rapport à l'autonomie. On en a déjà parlé juste avant, mais l'autonomie, c'est un sujet qui est très important pour les seniors, surtout pour ceux qui sont isolés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment mettre en avant face à ce genre de public. Et enfin, je pense que ça peut être utile de citer clairement des opportunités que propose le numérique. Donc là, on vous a dit, par exemple, communiquer avec vos petits-enfants en utilisant un outil de visio, en utilisant WhatsApp ou autre. Et après, peut-être chercher les intérêts de la personne. Alors là, on vous a donné l'exemple de la cuisine. Si c'est une personne qui aime bien cuisiner, en fait, sur Internet, il y a plein de recettes de cuisine. C'est beaucoup plus simple qu'avec un livre. Donc, mettre en avant ces différents bénéfices. En essayant de cibler plutôt des usages de loisirs récréatifs et qui ne soient pas simplement aller sur la caisse de retraite ou faire une démarche en ligne où ça peut être rébarbatif, ça peut faire peur. Alors peut-être qu'essayer d'apporter un usage récréatif, ça permet de rentrer dans le sujet de manière plus légère. Deuxième possibilité, une personne vous dit « j'ai peur de me tromper ». Je l'affiche sur WooClap. Qu'est-ce que vous lui répondez si elle vous dit « j'ai peur de me tromper » ? Alors, l'erreur est humaine, le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, c'est déjà important de un peu dédramatiser en parlant du droit à l'erreur, mais ça rejoint un peu ce qu'on a dit avant, hein, c'est-à-dire que le droit à l'erreur, on l'imagine assez bien sur une démarche qui n'est pas en ligne. Alors, pourquoi ne pas y penser en ligne? Ça, c'est quelque chose qui est un bon argument quand même. C'est en se trompant qu'on apprend, tout à fait. Effectivement, si on fait l'erreur une fois, on la fera a priori pas une nouvelle fois si on s'en rend compte. Moi aussi, je me trompe. Alors ça rejoint un peu le je suis plus vieux que vous de tout à l'heure, c'est-à-dire un peu dédramatiser la différence de niveau entre l'aidant et l'apprenant. En fait, si l'apprenant a peur de se tromper, l'aidant peut dire que lui aussi il se trompe, et même de manière assez régulière, et lui montrer que finalement, ça n'a pas eu de grandes conséquences. Alors, merci beaucoup à nouveau pour vos participations. Là aussi, on vous a proposé quelques réponses un peu toutes faites, mais qui finalement recoupent beaucoup ce que vous nous avez dit. On peut aussi se tromper sur papier, donc voilà, l'erreur n'est pas intrinsèque au numérique. Le but de la formation, parce que quand vous aurez cette discussion, c'est que vous êtes dans une situation de diagnostic, de sensibilisation ou de formation, mais en tous les cas, qu'il y a une relation, enfin que l'apprenant s'est mis en relation avec un aidant, donc c'est qu'il a pour but de progresser. Et c'est à ça que ça sert, en fait. Hein. La formation, c'est justement pour moins se tromper. Donc, certes, j'ai peur de me tromper, mais c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là ensemble, c'est pour apprendre. Aussi, vous pouvez rassurer, parce que s'il y a un apprenant qui vous dit ça, c'est que vous êtes à proximité. Et donc, que dans tous les cas, il peut toujours solliciter votre avis avant de valider un formulaire ou quoi que ce soit. Donc, a priori, si vraiment il a très, très peur de se tromper, vous pouvez dire, vous tapez ce que vous voulez, tant que vous ne validez pas, il n'y a pas de problème, c'est sans conséquence. Troisième phrase, une personne vous dit, le numérique, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on répond à le numérique, c'est dangereux? Qu'est-ce qu'on peut répondre? Ok, donc ça veut dire ne pas nier les dangers du numérique, c'est déjà un bon début. Conduire, c'est dangereux, il faut apprendre les codes. Alors ça, je ne sais pas qui a mis cette réponse, mais effectivement, c'est une des réponses qu'on va vous proposer après. C'est parce que c'est dangereux qu'on apprend à s'en servir. Il y a des protections, ouais, tout à fait, il y a des bonnes pratiques qui sont liées au numérique. Et si on a ces bonnes pratiques, d'un coup, c'est beaucoup moins dangereux. Parce qu'en fait, Faut connaître les dangers. Voilà. Donc, à nouveau, quand on est face à une réaction en disant c'est dangereux, c'est pas parce que c'est dangereux qu'il faut pas s'y intéresser. Au contraire, c'est en s'y intéressant qu'on peut s'en protéger. tu m'entends là? Ah ouais, non, c'est moi qui avais fait une fausse manip sur mon, sur mon PC. Excusez-moi, madame. Si je m'en mêle. Donc, du coup,
Allô, tu m'entends? Ouais. Donc, tu dis que des fois, ça coupe. Peut-être Aubry pourrait fermer. Oui, excusez-moi, madame, je crois que c'est Elisabeth qui avait son micro ouvert. Je voulais couper. Je vous demandais de ne pas intervenir à voix haute pendant les échanges. Merci. Alors, revenons à nos moutons et au danger du numérique. Euh, vous avez donné beaucoup de phrases intéressantes, hein, notamment la comparaison avec la route. Alors, quelqu'un a dit traverser la route, c'est dangereux. Oui, alors là, nous, on a pris une comparaison plutôt conduire, c'est dangereux, mais ça marche aussi. Oui, c'est dangereux d'aller à 100 ou 130 km/h sur une route, mais c'est pour ça qu'on passe le permis de conduire. Donc, alors peut-être que si vous allez sur Internet, que vous allez sur le site de votre banque, vous utilisez des identifiants qui vous donnent accès à vos comptes, donc il y a une part de danger. Mais si vous savez repérer ce qu'est un site sécurisé, si vous savez créer un mot de passe sécurisé, ne pas l'écrire en gros à côté de votre ordinateur, a priori, ça réduit quand même grandement les dangers. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'y former. Reconnaître l'existence des risques, c'est aussi fondamental parce que ce n'est pas en niant le risque qu'on progresse sur ce sujet. Donc, je pense que c'est un bon début déjà. Et voilà, si on a des dangers, la seule manière de s'en prévenir pour acquérir les bons repères, les bons réflexes, c'est de se former. Réaction suivante, ça ne m'intéresse pas, mes enfants le font pour moi. Donc, ça peut être mes enfants ou mes petits-enfants, la variante. Qu'est-ce que vous répondriez à une telle remarque? L'autonomie, c'est mieux. Vos enfants ne seront pas toujours là. Ouais, tout à fait. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a deux grands types de réactions. C'est certes, ils le font pour vous, mais quand ils ne sont pas là, qu'est-ce que vous faites? Et l'autre grand type de réaction, c'est certes, vous pouvez être aidé, mais vous pouvez aussi être autonome. Et a priori, c'est mieux d'être autonome. Il vaut mieux savoir pêcher qu'attendre le poisson. Alors ça, j'aime beaucoup cette réponse aussi. Effectivement, si on attend le poisson, ça veut dire que c'est une aide qui va être récurrente, alors que si on apprend à pêcher, c'est une bonne fois pour toutes, et après, on est capable de faire seul. C'est gratifiant de s'en sortir seul, effectivement. Donc ça, c'est une bonne approche de dire que certes, on est aidé, mais quand on acquiert une nouvelle compétence, il y a une forme de fierté par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant chez certaines personnes où on constate qu'ils sont réceptifs à l'idée de récompense et de progresser. Alors là, il y a une remarque intéressante. Avoir ce propre code et identifiant est utile si votre entourage n'est pas disponible. Donc effectivement, si on s'appuie beaucoup sur ses proches pour le numérique, il y a quand même un sujet de confidentialité. C'est-à-dire qu'il faut leur donner tous les identifiants. Et ça, dans certaines situations, ce n'est pas toujours une bonne chose. Voilà, je vous ai affiché quelques réponses qu'on vous propose. Donc la première, vous avez été très nombreux à la donner, c'est que faire quand ils sont absents, ils ne sont pas toujours présents pour vous aider. Ensuite, est-ce que c'est la relation que vous souhaitez quand ils sont présents? Alors certes, ils font pour vous, mais peut-être que quand ils sont là, à votre domicile ou quoi, ou que vous les avez au téléphone, vous souhaiteriez aborder d'autres sujets plutôt que comment se connecter à une adresse email ou qu'est-ce que fait ce spam dans ma boîte mail. Ça pose aussi une question de responsabilité. C'est-à-dire que si c'est vos enfants qui font toutes vos démarches pour vous, bah, c'est eux qui deviennent responsables de tout ça. Donc, est-ce qu'ils ont envie de porter cette responsabilité? Et enfin, il y a le sujet de la confidentialité dont j'ai parlé juste avant, de transmettre tous ces identifiants à une seule personne, ce n'est pas toujours une bonne chose. Dernière petite mise en situation, et après, on passera à un autre sujet. Les personnes qui vous disent « je préfère le contact humain ». Donc, vous leur dites « allez sur Internet, c'est super, on peut faire plein de choses ». Elles vous disent « oui, mais moi, je préfère l'humain ». Qu'est-ce qu'on peut y répondre? Apprenons ensemble, effectivement. Bah, la relation apprenant-aidant, finalement, c'est de l'humain. On parle du numérique, mais collectivement, on se parle, on est peut-être dans la même pièce, on tisse des liens. C'est complémentaire, tout à fait, ouais. Le numérique n'a pas vocation à remplacer l'humain.
Internet, ça favorise le contact humain, l'échange avec les proches éloignés. Donc ça, c'est aussi une manière de retourner le sujet en disant le numérique ne coupe pas des autres et au contraire, il crée des opportunités pour plus de contact humain. Après, il y a 2 personnes qui disent malheureusement, ça devient obligatoire. En fait, vous n'avez pas vraiment le choix. Donc là, on est moins sur montrer les bénéfices, mais plutôt montrer la contrainte. C'est certes, vous préférez le contact humain, mais il y a certaines démarches pour lesquelles les guichets sont fermés, où il y a beaucoup moins de possibilités de voir une personne. Donc dans ce cas-là, on est obligé de passer par le numérique. Dans le chat, Véronique nous dit « Le numérique est un lien social aussi, car tout le monde ne peut pas se déplacer. » Voilà, tout à fait. Quand on est, pour une raison ou pour une autre, un peu bloqué chez soi, le numérique ouvre des possibilités et du coup crée du contact humain. Alors, là-dessus, on vous a proposé aussi quelques réponses. Déjà, le numérique, on l'a dit un peu avant, hein, parfois permet de gagner du temps. Et donc, ce temps qu'on gagne, en fait, on peut le dégager pour réaliser d'autres activités sociales. Et même si une personne préfère le contact humain, je ne suis pas sûr qu'attendre une demi-journée dans une salle d'attente de préfecture ou quoi, ce soit sa meilleure version du contact humain. Donc, le fait de pouvoir faire cette démarche sur Internet, après, lui permet de gagner du temps et pour faire des activités plus plaisantes. Ensuite, vous avez été nombreux à le mentionner, mais il y a une vraie complémentarité entre contact humain et numérique. Le numérique ouvre des possibilités de contact humain. Et puis en plus, si on est à distance, faire un appel en visio, par exemple, ça peut être une manière de continuer une relation de manière régulière. Donc ensuite, donc merci déjà pour toutes vos contributions sur ce sujet-là. On vous a fait 2 petites slides pour résumer un peu tout ce qu'on vient de se dire. Donc, je vais passer très vite sur ce qui est affiché là à votre écran parce qu'on l'a déjà dit et vous l'avez déjà mentionné. Simplement, il y a 2 petits cas en plus qu'on vous propose sur cette slide. C'est la personne qui vous dit de manière un peu hostile, alors peut-être pas à vous en tant qu'aidant, mais à un guichet dans le cadre d'une démarche en ligne. De toute façon, c'est votre travail de faire mes démarches. Donc là-dessus, une réponse possible, c'est certes, mais si jamais vous êtes capable de les faire en autonomie, ça vous permet d'être beaucoup plus flexible. Vous pouvez le faire quand vous voulez, vous pouvez le faire de manière plus rapide. Et enfin, il y a certaines personnes qui disent même carrément « j'ai pas besoin d'utiliser Internet ». Donc, dans ces cas-là, 2 possibilités. Soit lui montrer toutes les opportunités qu'ouvre l'utilisation d'Internet, ou au contraire, selon la personne qui est en face, adopter plutôt une posture contrainte en disant en fait, si, vous avez besoin d'utiliser Internet, regardez telle démarche, c'est plus possible de les faire sans Internet, donc il faut vous y mettre. Donc voilà pour ce premier temps sur la posture de l'aidant. Maintenant, je vais prendre une vingtaine de minutes pour vous présenter, peut-être même un peu moins, pour vous présenter des ressources clés pour les aidants numériques que vous êtes, pour adopter une bonne posture. Donc pour ça, je vais vous parler de la plateforme Les Bons Clics. Je pense que si vous êtes à ce webinaire, vous la connaissez, cette plateforme. C'est une plateforme qui a été développée par notre association We Take Care, qui est totalement ouverte et gratuite, et sur laquelle, pour un aidant, on peut trouver de l'information sur l'inclusion numérique à travers des articles, des guides qui ont été créés pour les aidants et un certain nombre de parcours. Typiquement, il y a un parcours sur comment créer un lieu connecté pour accueillir des apprenants. Merci beaucoup, Véronique, pour ces remerciements dans le chat. En tant qu'aidant, vous pouvez aussi trouver tout un tas de ressources sur Les Bons Clics pour diagnostiquer, et on va y revenir juste après, le niveau des apprenants, des kits d'ateliers, de parcours, un espace apprenant. Donc, l'espace apprenant, c'est un portail auquel vont se connecter les apprenants et vous, en tant qu'aidant, vous allez pouvoir conseiller des ressources, assigner des ressources aux apprenants via Les Bons Clics. Donc, ça permet aussi de leur donner une forme d'autonomie sur cette plateforme. Et sur Les Bons Clics, on trouve aussi des ressources tierces. Donc, par ressources tierces, j'entends des ressources qui n'ont pas été créées par We Take Care, mais qui ont été créées par d'autres aidants dans le cadre de leur activité et qu'on héberge sur cette plateforme et donc auxquelles vous pouvez avoir accès en tant qu'aidant de manière très libre. Et enfin, c'est aussi un lieu où vous pouvez avoir une visibilité sur le réseau de tous les aidants numériques à travers notamment des événements comme les webinaires qu'on vous propose aujourd'hui,
ou aussi à travers la cartographie des structures d'accompagnement. Donc, c'est une fonctionnalité qui est présente sur les bons clics et grâce à laquelle vous allez pouvoir trouver les différentes structures d'accompagnement dans une zone géographique. Et enfin, il y a aussi un forum sur lequel vous pouvez échanger entre aidants. Maintenant, je vais quitter cette présentation et je vais vous faire une petite démonstration rapide de la plateforme. Alors, je ne vais pas reparler de tout et repartir de zéro, mais simplement reparler de sujets qui nous intéressent aujourd'hui spécialement dans le cadre de la posture de l'aidant. Donc, le premier sujet dont on a parlé un peu avant, c'est le sujet du diagnostic. Dans le début de la relation apprenant-aidant, il y a le sujet de capter l'aisance de l'apprenant sur le numérique à travers une démarche de diagnostic. Donc pour ça, sur les bons clics, on vous propose plusieurs outils qui sont adaptés à différentes situations. Le premier outil de diagnostic qu'on vous propose, c'est un diagnostic que vous pouvez imprimer. Donc c'est ce qui s'affiche à votre écran là tout de suite. C'est donc un PDF que vous pouvez télécharger puis imprimer, et qui vous dit dans un premier temps comment mettre en place un diagnostic étape par étape en tant qu'aidant. Et dans un deuxième temps, donc vous voyez là, c'est ce que vous avez sous les yeux à partir de la page 3, vous avez directement une table d'évaluation du niveau d'un apprenant sur le numérique. Donc vous voyez, il y a plein de petites actions à faire. Éteignez puis allumez votre smartphone, tablette. Ensuite, vous cochez est-ce que la personne a réussi à faire cette action, est-ce qu'elle n'a pas réussi, où se trouve le bouton du réglage du son, est-ce qu'elle est capable de le trouver ou de ne pas le trouver, etc. Et quand on avance un peu dans ces différentes questions, vous verrez que ça monte en difficulté. Et à la fin, il suffit de compter les actions qui ont été réussies et les actions qui n'ont pas été réussies, et ça vous donne un score. Et ce score, donc s'il est entre 0 et 8, c'est que vous avez affaire à un débutant, entre 9 et 26 à quelqu'un qui a un niveau plutôt intermédiaire. Et si c'est au-delà de 26, c'est quelqu'un qui a un niveau avancé. Et si l'apprenant a réalisé tous les exercices parfaitement, elle est totalement autonome. Et là, elle a besoin d'un accompagnement plus personnalisé sur des sujets très précis. Mais a priori, elle est autonome avec le numérique. Donc, grâce à ce support que vous retrouverez sur les bons clics, donc pour le retrouver, il suffit d'aller sur la page d'accueil des bons clics, hop, dans Centre de ressources. Vous voyez là, il y a le menu tous les diagnostics qui apparaît, donc le diagnostic à imprimer. C'est celui dont je vous parle là tout de suite. Et vous voyez qu'en dessous, on a aussi diagnostic de situation et diagnostic simulateur. Donc là, je vais vous montrer rapidement le diagnostic de situation. C'est ce que vous avez sous les yeux. Donc là, on est plutôt dans une optique de poser des questions à l'apprenant pour savoir quel est son niveau sur le numérique. Donc vous voyez, si je fais commencer, on demande à la personne en face, est-ce que vous réalisez des démarches en ligne seul? Exemple, Pôle emploi CAF, donc si elle vous dit non, vous pouvez poser la question parce qu'elle n'a pas envie, parce qu'elle n'y a pas accès, parce qu'elle ne sait pas comment faire. Et voilà, à chaque fois, selon la réponse que vous donnez, vous allez avoir une nouvelle question qui s'affiche. Et là, je mets un peu n'importe quoi. À la fin, vous avez une évaluation du niveau de la personne. Donc là, on estime que la personne a un niveau intermédiaire et qu'il faut plutôt l'accompagner en faisant du faire avec. Donc, elle a un début d'autonomie sur le numérique, mais pas complète. Donc, on n'est pas dans le faire pour, on est dans le faire avec. Et enfin, il y a un troisième outil de diagnostic qu'on vous propose sur les bons clics, que vous retrouverez au même endroit, hein, centre de ressources, et à droite, tous les diagnostic simulateur. Donc, ce diagnostic de simulateur, il est très intéressant parce qu'il permet de mettre l'apprenant en situation de faire des actions sur l'ordinateur. Donc, on n'est pas sur du déclaratif où il y a forcément un peu des biais, peut-être que la personne a honte de ne pas savoir, etc. Là, on est vraiment sur de la mise en pratique. Donc, si on lance ce simulateur, vous voyez qu'après cette petite animation, on a des actions à réaliser. Donc là, vous, en tant qu'aidant, vous êtes à côté de l'apprenant et vous n'intervenez pas et vous le laissez faire ces actions-là. Donc, la première action, elle s'affiche en haut, écrivez le mot « bonjour » dans le rectangle. Donc là, moi, je sais faire cette action et peut-être qu'il y a une personne qui ne sait pas lire la consigne, ne sait pas qu'il faut cliquer dans le rectangle pour écrire, ne sait pas que « bonjour » pour écrire, il faut utiliser le clavier. Donc là, vous voyez que on va pouvoir dissocier déjà des niveaux d'apprenants dès cette toute première question. Et au fur et à mesure des questions, vous verrez, ça augmente en complexité. Alors, simplement, j'ai vu qu'il y a une ou deux personnes qui m'ont demandé dans le chat, le diagnostic est-il traduit? Là, sur les bons clics, vous n'avez que la version en français. Donc, la réponse est non.
Et s'il y a d'autres personnes, peut-être dans ce webinaire, qui ont connaissance d'outils de diagnostic qui sont traduits dans d'autres langues, n'hésitez pas à donner vos références, vos liens dans le chat, ça pourrait être utile aux autres. Vous voyez que là je reviens sur mon diagnostic de mise en situation. Et donc là, après avoir tapé « bonjour » dans un rectangle, il faut aller sur Internet. Donc là, on a différentes icônes sur un bureau et on voit que pour aller sur Internet, on a soit Chrome, soit Firefox qui s'affiche à gauche. Je ne vais pas aller au bout de ce diagnostic, mais vous avez compris le principe. On est sur un diagnostic de mise en situation. Donc voilà pour les outils de diagnostic qu'on vous propose sur les bons clics. Et ensuite, simplement dans la présentation des ressources, je vais revenir sur des questions qui ont été posées en amont de ce webinaire, des personnes qui avaient des besoins spécifiques, qui nous les ont envoyés par mail. Donc je vais tenter d'y répondre. Il y a notamment une personne qui nous a demandé comment accompagner des grands débutants et notamment comment organiser la première séance pour des grands débutants. Donc là-dessus, sur les bons clics, on a plusieurs supports qui peuvent vous aider. Le premier, c'est une thématique, en fait. C'est la thématique ordinateur. Donc, vous voyez que si vous allez dans le centre de ressources, dans découvrir les contenus et que vous choisissez la thématique ordinateur, vous allez accéder à la page que vous avez là sous les yeux. Et c'est une page dans laquelle les contenus sont triés par niveau. Donc, à gauche, là, on est vraiment dans le niveau débutant. Donc, tous les contenus que vous trouvez dans cette catégorie débutant, ils s'adressent à des grands débutants. Donc, pour une première séance, c'est tout à fait adapté. Et pour chacun de ces sujets, que ce soit découvrir l'ordinateur ou utiliser la souris, par exemple, vous avez différents types de contenus qui sont accessibles via les liens qui sont ici en violet. Donc, vous avez à la fois ce qu'on appelle une formation interactive. Donc, la formation interactive, c'est une formation que vous allez mettre dans les mains de l'apprenant et au cours de laquelle il va devoir cliquer sur des réponses, sur des propositions, etc. Ensuite, vous avez la fiche résumée. La fiche résumée, c'est plutôt un support qui s'adresse à l'aidant au sens où il va pouvoir l'imprimer, parce que c'est sous format PDF, et ensuite le remettre à l'apprenant à la fin de sa formation. Et vous avez la trame d'animation. Et là, la trame d'animation, c'est complètement destiné à l'aidant, c'est-à-dire que je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un support qui permet de construire un atelier point par point, avec des timings à chaque fois, avec des objectifs, les prérequis, etc. Donc là, on est vraiment sur un support clé en main pour les aidants. Si vous n'avez pas le temps de préparer votre atelier ou si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez imprimer cette trame d'animation, ou ne pas l'imprimer d'ailleurs, mais la mettre sur votre ordinateur. Et vous avez un timing de séance point par point qui vous permet de faire découvrir l'ordinateur à un public. Je prends une minute pour répondre à Michael dans le chat qui nous dit « Le diagnostic interactif est accessible sans création de compte pour l'apprenant ». En fait, ce que vous pouvez faire, c'est vous, en tant qu'aidant, si vous avez un compte, ouvrir le diagnostic interactif et ensuite le mettre dans les mains de l'apprenant. C'est la meilleure manière de le mettre à disposition sans qu'il crée de compte. Donc voilà, là, je vous ai montré un peu des ressources grands débutants pour l'ordinateur. Pour la souris, il y a le même système, hein. Donc, à nouveau, une trame d'animation qui vous permet de construire votre séance avec minute par minute, une formation interactive que vous mettez entre les mains de l'apprenant et aussi des exercices ludiques. Donc, les exercices ludiques, c'est plus ponctuel. Là, par exemple, on a un exercice ludique qui est en train de s'ouvrir. Utiliser souris, clavier. Voilà, donc là, vous avez une petite histoire qui est racontée à l'apprenant et au cours de laquelle vous allez devoir utiliser la souris, le clavier pour aider ce petit navigateur à arriver sur Wikipédia. Donc voilà pour répondre un peu à la personne qui nous demandait comment est-ce qu'on peut débuter un accompagnement avec des grands débutants. Sur les bons clics, vous avez des ressources pour les grands débutants et vous avez aussi un guide pratique que je vous invite à consulter qui s'appelle « Comment assister les publics les plus en difficulté ». Donc ça s'adresse encore une fois à l'aidant et qui reprend un peu des informations de base sur l'assistance numérique avec un petit quiz au début pour rentrer dans le sujet, avec les responsabilités que suppose le fait d'être un aidant numérique et avec ensuite aussi des petits rappels sur la gestion des mots de passe. Si vous avez des
des apprenants qui ont des mots de passe, qui vous les transmettent, quelles sont un peu les bonnes pratiques pour bien gérer cette relation-là. Et ça fait un peu le lien avec le sujet suivant. Et avant d'y passer, je vais juste répondre dans le chat. Il y a une personne qui dit « J'ai des apprenants qui sont grands débutants, mais qui trouvent le ton des formations trop infantilisant. » Alors là-dessus, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Ça a été conçu pour parler à tout le monde, mais il y en a qui peuvent avoir un ressenti un peu d'être infantilisé par rapport à ces sujets-là. Donc là, après, c'est un peu à vous de trouver le bon ton pour répondre à ces personnes-là, en sachant qu'elles préfèrent peut-être des contenus plus adultes, j'en sais rien, mais à vous de faire un peu l'intermédiaire entre ces contenus-là et les personnes à qui vous parlez. Je parlais justement de la gestion des mots de passe. Donc là, j'aimerais faire une parenthèse sur un sujet qui est important, qui est le sujet de la confidentialité de la relation aidant-apprenant. Vous êtes plusieurs à nous avoir demandé en amont de ce webinaire jusqu'où va la responsabilité de l'aidant. Est-ce qu'on peut faire des dossiers pour la retraite, etc. Donc là-dessus, il y a plusieurs choses importantes à savoir. Tout d'abord, le fait que vous pouvez vous pouvez créer avec l'apprenant en début d'accompagnement un mandat d'utilisation de données personnelles. Donc ça, c'est vraiment si vous sentez le besoin en tant qu'aidant de vous protéger légalement par rapport à l'utilisation des données personnelles. Donc, il y a un modèle Word auquel vous pourrez accéder depuis la présentation que je suis en train de vous montrer. Vous pourrez télécharger simplement en cliquant sur le bloc vert là. Ça va vous permettre ensuite de formaliser le mandat de transmission des données personnelles entre l'apprenant et l'aidant. Donc, si vous sentez le besoin de vous protéger, c'est un document qui peut être très utile, qui a été créé par la CNIL. La CNIL propose aussi un kit d'information justement sur l'utilisation des données personnelles pour les démarches en ligne par les aidants. Donc là-dessus, ça, c'est une page qui est intéressante. Le lien est aussi dans la présentation. Je vous invite à le consulter. Ça va vous permettre d'avoir des repères. Parfois, on ne sait pas trop où on en est en tant qu'aidant dans cette relation-là, dans la confidentialité. Donc, ça permet de remettre les choses à plat. Le mandat, il y a une question dans le chat, pardon, le mandat, c'est même quand on n'est pas aidant connect et qu'on n'est pas assermenté pour voir les identifiants. Exactement. Le mandat, il est justement intéressant dans le cas où on n'est pas aidant connect. Aidant connect, j'en parle juste après. Mais on est dans un cas d'aidant soit informel, soit dans une structure, mais qui n'est pas habilité aidant connect. Et ça permet quand même d'avoir un document qui protège l'aidant par rapport à cette transmission de données personnelles. Et donc, enfin, il y a le sujet Aidant Connect. Donc, le sujet Aidant Connect, c'est vraiment d'offrir un outil de connexion sur les services type impôts, etc., pour les aidants. Donc, c'est un peu le pendant aidant de France Connect. Donc, c'est un outil qui est hyper intéressant, mais qui malheureusement ne s'adresse que aux structures qui sont habilitées Aidant Connect, et ce n'est pas toutes les structures d'aide au numérique. Donc, si jamais vous avez la chance de faire partie d'une structure qui l'est, vous pouvez avoir accès à cet outil Aidant Connect. Et là-dessus, We Take Care a organisé un webinaire, ça fait au moins 1 an. Et donc, je vous ai mis le lien vers le replay de ce webinaire dans la présentation. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à le consulter. Et quelqu'un nous précise dans le chat, ça s'adresse uniquement aux personnes ayant un compte France Connect. Voilà. Et donc, Connect, c'est la prolongation de France Connect, mais donc il faut qu'il y ait à l'origine un compte France Connect pour que ça marche. Enfin, le dernier sujet que je vais aborder sur la partie ressources, c'est le sujet de l'accompagnement des publics qui sont primo-arrivants et ou allophones. Donc là-dessus, il y a des vraies spécificités pour accompagner ces publics-là qui ne parlent pas forcément français. Donc là-dessus, on vous propose un guide pratique qui est sur les bons clics et auquel vous pourrez avoir accès en cliquant à nouveau sur le bouton vert et qui vous donne beaucoup de clés pour accompagner les publics primo-arrivants et ou allophones. Et ça peut notamment vous donner accès à des ressources qui ont été traduites en anglais, en arabe et dans plusieurs autres langues que j'ai plus en tête. Donc, si vous voulez avoir accès directement aux ressources Les Bons Clics qui sont disponibles dans d'autres langues, passez par ce guide et elles y sont toutes référencées. Et d'autre part, on a réalisé un webinaire sur le sujet de l'accompagnement des publics primo-arrivants et allophones. Donc là-dessus, il y a un replay qui est en ligne. Et donc, en cliquant sur le bouton vert, vous aurez accès à ce replay.
Ruben nous dit dans le chat, pourrait-on avoir le lien vers le mandat? Ça a bougé d'un coup. Oui, le lien vers le mandat, il est dans la présentation que je suis en train de vous montrer. Donc, quand on vous l'enverra, il suffira de cliquer dessus et vous téléchargerez directement le mandat au format Word pour que vous puissiez l'adapter à votre accompagnement. Je passe rapidement sur ce petit récap. Et on va passer tout de suite à la partie suivante de ce webinaire, à savoir le partage d'expérience d'Esther sur son activité d'accompagnement. Donc Esther, je vous laisse la parole. Ok. Alors, avant de commencer, je voudrais juste dire que je vous partage mon expérience. Et que ce n'est pas du tout une façon de vous dire c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, et si vous ne le faites pas, ce n'est pas bien. Non, non, moi, c'est mes bonnes pratiques à moi par rapport à ma personnalité, à mon environnement de travail, à mon expérience. Si ça peut vous aider, ben, je suis très contente, mais peut-être que ça ne correspond pas à votre personnalité ou à votre environnement de travail. Voilà, donc c'est juste un partage. Hein, c'est pas vous devez faire comme je fais, pas du tout. Alors, j'ai listé 6 bonnes pratiques voilà, qui s'affichent. La première, c'est comment intéresser un public qui est réfractaire au numérique. Quand j'ai commencé sur ce poste d'animatrice numérique en France Service, il n'y avait pas d'atelier. Et j'ai commencé, puisqu'en France Service, on fait beaucoup de démarches administratives, à faire des ateliers avec une thématique sur les démarches administratives. Alors là, c'était gros flop, j'avais personne qui venait, parce que c'est pas très glamour, hein, les démarches administratives, ça fait pas envie. Et du coup, je me suis posé la question, mais comment faire venir les gens vers le numérique si justement, eux, ils n'aiment pas trop ça? Et je me suis dit, mais je vais me caler sur leur centre d'intérêt à eux. Alors moi, mon public, principalement, c'est des seniors. Et on est dans une belle région sur l'arrière-pays montpelliérain où les gens randonnent beaucoup. Donc, je me suis dit, ah bah, tiens, je vais essayer de les appâter en faisant un atelier sur les applis de rando. Et alors là, ben, j'ai eu plein de monde. Et puis pareil, on parlait tout à l'heure, Martin disait la cuisine. Bon, et ben voilà, ça peut être une autre thématique qui pourrait les faire venir vers le numérique et leur dire, ah, regardez, c'est vachement sympa. Vous n'avez plus besoin de livres de recettes. Vous allez consulter un nombre illimité de recettes sur Internet. C'est super. Et comme ça, je me suis en fait mis à la place de mon public et de me dire qu'est-ce qui pourrait les intéresser. Et à travers cet intérêt, moi, je vais utiliser des compétences numériques, mais pas de façon directe. Par exemple, à chaque fois que je fais un atelier sur le Bon Coin, c'est carton plein, parce que ça permet d'avoir un revenu complémentaire, de vider ses placards. Donc ça, c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup. Mais en fait, je vais leur apprendre plein de compétences d'aptitude numérique quand je fais cet atelier sur les bons clics. Parce que quand je prends une photo sur mon téléphone, comment je fais pour la mettre sur mon ordinateur? Ah ben voilà, on va voir ça. Et puis, il faut que je crée un dossier pour pouvoir ranger les photos dedans. Donc, on aborde ça aussi. Et puis, la création de compte. Si je veux mettre une offre sur le Bon Coin, il faut que je crée un compte. Donc, on aborde la création du compte, la gestion des mots de passe, la sécurité sur les données personnelles, etc. Donc, j'aborde en fait plein de choses à travers une thématique qui n'est pas forcément ciblée numérique. Après, dans les thématiques qui marchent bien, en tout cas moi avec mes publics, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la sécurité numérique. Les seniors, ils ont très peur de l'informatique, du numérique, d'Internet. Et donc, faire des ateliers sur comment bien gérer ses mots de passe, sur la sécurité numérique, sur comment j'achète en ligne en toute sécurité, ça, c'est des thématiques qui leur plaisent beaucoup. Et en général, j'ai beaucoup de monde sur ces ateliers. Donc, ça, c'est voilà, des thématiques où vous pouvez les faire arriver par là et puis ensuite leur proposer d'autres choses, peut-être moins a priori intéressantes pour eux. J'ai beaucoup aussi de bons retours chaque fois que je fais un atelier sur le téléphone. Moi, mes seniors, ils ont tous des super téléphones, mais les 3 quarts, ils ne savent pas s'en servir.
Donc, quand je propose de faire un atelier sur les fonctionnalités de son téléphone, comment paramétrer son téléphone, découvrir les fonctionnalités, ça, ils aiment beaucoup. Et je me sers aussi de cette aisance, s'ils l'ont plus sur le téléphone que sur l'ordinateur, en leur disant, mais en fait, regardez, si vous n'êtes pas à l'aise sur l'ordinateur, mais mettre une annonce sur Le Bon Coin avec votre téléphone, c'est tout à fait possible. Et on va utiliser plus la tablette ou plus le téléphone si je vois qu'ils sont plus à l'aise sur ce support-là que sur un autre. Et notamment en individuel, ça m'arrive souvent de dire aux personnes, mais pourquoi vous voulez absolument utiliser l'ordinateur? Je vois que vous utilisez super bien votre téléphone, donc on va faire avec votre téléphone. Parce qu'aujourd'hui, les 3/4 des démarches administratives ou tout court utilisation du numérique, ça peut très bien se faire sur un téléphone. Par exemple, moi, j'accompagnais des demandeurs d'emploi et qui n'étaient pas du tout à l'aise avec l'informatique. Et tous les mois, ils revenaient me voir pour faire leur actualisation. Bon, et bien, à partir du moment où j'aurais montré sur leur téléphone qu'il y avait l'appli Pôle emploi qui était super facile pour s'actualiser, je ne les ai plus jamais revus. Parce que là, ils sont devenus autonomes direct parce que leur support à eux facilitant, c'était le téléphone. Et donc, du coup, c'est ça que j'utilise. Voilà, ça c'était pour donc intéresser un public réfractaire au numérique. Ce public, je vais l'intéresser aussi en faisant attention de garder toujours une dimension ludique. C'est-à-dire que mes ateliers, j'essaye de les faire le moins scolaire possible. On est là pour passer un bon moment. Je leur dis toujours, moi, le numérique, c'est sympathique. Je veux que ça soit joyeux, je veux que ça soit ludique, mes ateliers. Et donc, je vais être le moins possible en face à face et le moins possible avec des apports théoriques. Alors, il en faut, hein, c'est sûr, mais je vais alterner le plus possible avec des exercices pratiques, avec des quiz. Donc, moi, je suis fan des bons clics. Hein. Donc, j'utilise beaucoup les exercices qui sont proposés par les bons clics ou les quiz en fin de support. Et puis, j'utilise aussi un outil qui s'appelle Kahoot, qui est un créateur de quiz qui est très sympa et qui permet de faire des petits quiz très rigolos où on est un peu en compétition, mais sympathique, avec qui c'est qui répond le plus vite, qui c'est qui a fait le plus de bonnes réponses d'affilée, voilà. Et donc, Kahoot, c'est très simple à créer des quiz. Ils sont très, très ludiques. Et en général, on rigole bien quand on les utilise. Et du coup, ça dédramatise et ça met de la bonne humeur. Donc, voilà, cette dimension ludique, pour moi, elle est très importante parce que c'est ce qui va donner envie aux personnes de revenir juste parce qu'elles ont passé un bon moment et pas forcément parce qu'elles étaient dans l'obligation d'apprendre à utiliser le numérique parce qu'elles en ont besoin ou que c'est une nécessité, mais juste parce qu'elles ont passé un bon moment ensemble et donc on a envie de recommencer. Donc c'est un autre moyen d'amener ce public réfractaire quand même vers les apprentissages. Ce public aussi, il est réfractaire parce que bien souvent, il a été confronté à des difficultés face au numérique et par rapport à un environnement qui n'est pas forcément bienveillant. Hein, les enfants qui disent à leurs parents « mais ça fait 15 fois que je t'explique, tu n'as toujours pas compris, pourtant c'est facile, regarde, je te montre encore ». Et donc, ils sont en stress, ils ont peur de ne pas comprendre, de se tromper, ils pensent qu'ils sont bêtes. Et moi, je vais leur apporter une bulle de bienveillance et de non-jugement. Ou s'ils me disent c'est compliqué pour moi, je ne vais surtout pas leur dire « non, non, je vais vous montrer, c'est super facile ». Non, si c'est compliqué pour eux, c'est que c'est compliqué. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis là justement pour ça, pour les aider à ce que ça devienne moins compliqué. Et donc, ils ont tout à fait le droit de dire je ne comprends rien, je n'y arrive pas, je me trompe. Et moi, je suis là pour eux. Et s'il faut répéter 15 fois, je répéterai 15 fois parce que ça tombe bien, c'est mon job. Donc, il n'y a pas de souci, ils peuvent le faire avec moi. Moi j'accueille et je suis là pour eux. Vraiment, on me dit souvent, qu'est-ce que tu es patiente, tu n'arrêtes pas de répéter, etc. Ce n'est pas du tout de la patience, c'est de la bienveillance et c'est de l'empathie. Je me mets à leur niveau.
Et à partir du moment où je suis dans cette posture de je vous comprends, eh ben, ça devient beaucoup plus facile d'expliquer, de se mettre à leur niveau et de dire bah oui. D'ailleurs, je le fais souvent, hein, je leur dis oui, oui, je suis d'accord avec vous, l'informatique, c'est pas facile, hein, il y a un vocabulaire de folie, on ne comprend rien, c'est tout en anglais. Une fois qu'on a compris, ben, paf, ça change tout le temps. Donc oui, c'est pas facile, en plus, c'est pas la même logique que nous. Enfin, et le fait de valider leurs difficultés, ça les met en confiance. Ah bah oui, je suis pas si bête que ça finalement, c'est vrai, c'est dur. Et oui, peut-être j'ai besoin d'une personne tierce pour m'aider à progresser. Ben voilà, ça tombe bien, c'est moi. Et si la personne me dit bah moi, ça ne me plaît pas, je préfère faire autre chose, je n'ai pas à la juger. Oui, ok, d'accord, je comprends. Hein, que ça, c'est pas folichon et que vous n'avez pas forcément envie d'y aller. Et je ne vais pas vous dire, mais si vous allez voir, c'est super. Non, non, si c'est votre avis, c'est votre avis. Je l'accueille et je ne le juge pas. Hein. Moi, je trouve ça sympathique. Eh ben, ça tombe bien, heureusement, parce que c'est mon boulot. Sinon, il faudrait que je le change. Mais pour vous, bah, peut-être, oui, effectivement, ça l'est pas. Après, c'est à moi, par d'autres biais, de faire cette bulle de bienveillance et de lui faire changer d'avis. Et je ne vais pas lui imposer mon avis, en aucune manière. Et justement, cette facilitation, parce qu'en fait, je suis une vulgarisatrice, hein, quelque part, les dents numériques ou la formatrice que j'étais avant dans une autre vie, en fait, on est tout simplement des vulgarisateurs. C'est-à-dire que je prends une thématique qui est compliquée pour un grand public ou des débutants et je vais la rendre plus simple. Et pour faire ça, justement, j'ai facilité la compréhension en explicitant peut-être des thématiques qui sont abstraites et dans le numérique, Dieu sait qu'il y en a, en essayant de ne pas jargonner tout le temps. Hein, on utilise tout le temps des termes spécifiques au numérique qui en plus sont en anglais. Moi, mon public senior, la plupart, ils ne parlent pas l'anglais. Donc, je vais essayer d'avoir un vocabulaire le plus simple possible et d'expliciter le plus possible. Un exemple tout simple, Windows, ben, ça veut dire fenêtre. Ben, c'est pas toujours immédiatement compris par les apprenants. Hein, Windows, ça veut dire fenêtre, en plus il y a un S, ben, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout obligé de ouvrir, fermer des fenêtres, et que vous pouvez ouvrir plein d'applications différentes et puis basculer de l'une sur l'autre. Et il y a des fois, quand j'explique ça, mais c'est une révélation pour mes apprenants, parce qu'ils n'avaient pas compris du tout ça et ce n'était pas immédiat. Et donc, ce qui est simple pour moi ne l'est pas pour eux, et il faut vraiment que je me mette à leur niveau et que j'accepte que ben, pour eux, ce ne soit pas si simple que ça. Donc, moi, je traduis systématiquement tous les termes que j'utilise, qui sont en anglais ou vraiment spécifiques au numérique, et ça, j'essaye vraiment d'y faire attention. J'essaye de trouver des comparaisons simples, là où on est sur quelque chose de très immatériel ou de pas immédiatement compréhensible. Le cloud, c'est quelque chose qui, moi, mes apprenants, ils ont énormément de mal à conceptualiser. Et quand je fais un atelier sur le cloud, je passe beaucoup de temps sur expliquer c'est quoi donc ce truc. Et je vais utiliser des explications simples en essayant de concrétiser le plus possible. Moi, j'ai la chance d'avoir près de chez moi, sur notre territoire, un serveur, hein, des grands bâtiments où il y a des serveurs. Et donc, je leur dis, bah, si vous voyez là, quand vous descendez Grabel, là, les gros bâtiments, bah, ça, c'est un serveur. Et peut-être que votre cloud, vos données, ils sont stockés là. Mais peut-être qu'ils sont stockés à l'autre bout du monde. Je fais la comparaison avec la clé USB. Bon, on a un disque dur sur l'ordinateur. On a aussi une clé USB où on peut enregistrer. Et puis, on a aussi un espace de stockage sur Internet. Et voilà, il y a différentes façons d'enregistrer les informations. Ou alors, par exemple, un truc tout bête, souvent ils ne comprennent pas la différence entre un navigateur et un moteur de recherche. Et bien là, je vais leur dire, on parle souvent Internet, on parlait des autoroutes de l'information. Pour prendre l'autoroute, il faut une voiture.
hein, ou un truc qui roule. Bon, et ben, le truc qui roule pour aller sur l'autoroute, c'est le navigateur. Et puis, quand je roule, eh ben, je vais avoir accès à plein de villes, de centres commerciaux, de gens qui habitent dans ces villes, etc. Et puis, du coup, ça fait plein de choses. Et ben, pour trouver où il y a le Castorama de là où je passe, je ne connais pas forcément son adresse. Ben là, je vais avoir besoin d'un outil. Et ben, c'est le moteur de recherche. Et voilà, le temps d'expliciter à chaque fois, pour moi, ce n'est pas un temps perdu sur l'apprentissage, c'est au contraire ce qui va les mettre en confiance et leur permettre une meilleure compréhension ensuite sur les apprentissages qu'on va faire. Donc ça, pour moi, ce n'est pas du temps perdu. Vraiment, je passe beaucoup de temps là-dessus. Et en général, ils sont assez contents qu'on leur ait enfin expliqué des trucs qu'ils n'ont jamais compris. Voilà. Et puis, donc, je passe à favoriser les échanges. Ça aussi, c'est quelque chose à laquelle je donne beaucoup d'importance. C'est le fait que je ne suis pas celle qui sait et j'ai en face de moi des gens qui ne savent pas. Leur parole, elle est aussi importante que la mienne. Et donc, je vais, pour ça, favoriser les échanges. Parce que leurs questions, ils vont pointer des difficultés que peut-être moi, je n'aurais pas vues. Et donc, ça va permettre d'apprendre tellement mieux. En plus, les personnes qui vont échanger et qui vont expliquer aux autres, parce que peut-être elles sont plus avancées et elles vont partager leur expérience, ben, en fait, ça marche tellement mieux, hein, les explications de pair à pair que de professeur à élève, que du coup, moi, je facilite vraiment beaucoup ces échanges. Et dans une posture que j'appelle d'écoute active, c'est-à-dire que alors, quand on le peut, encore une fois, hein, moi, j'organise la salle pour pouvoir circuler très facilement entre les aidants, pour être à côté d'eux, justement, pour leur faire les aider à faire les exercices si besoin. Et puis, si je suis en face pour échanger, faire de l'apport, pour toujours les voir et pas avoir un écran interposé entre eux et moi, parce que ça me permet justement de capter le regard, de voir s'il y a une personne qui est en difficulté puis qui n'ose pas le dire, ou une personne justement qui a envie de participer puis qui n'ose pas. Et donc, cette écoute active, elle favorise les échanges. Et ça me permet aussi de me mettre à leur niveau. Ah, si je vois que j'en ai perdu la moitié, c'est que c'est pas bon du tout ce que je fais. Donc, hop, je vais ajuster. Ou si je vois que je vais trop vite ou pas assez. Donc, cette écoute active, elle est vraiment importante pour moi quand j'anime les ateliers et ça leur permet eux aussi d'être plus à l'aise. Et puis, je parlais de favoriser les échanges, notamment justement avec les apprenants qui sont le plus avancés. En fait, c'est en utilisant cette pratique, ça permet de gérer très facilement les écarts de niveau entre les apprenants parce que je vais m'appuyer sur ces personnes qui sont plus à l'aise parce que bien souvent, c'est celles qui vont oser poser les questions. Au départ, hein, quand la mise en confiance n'est pas encore faite, ben, quand on ne sait pas, quand on a peur de se tromper, etc., on n'ose pas participer ou poser des questions, alors que ceux qui sont plus à l'aise, ils vont le faire. Et du coup, en favorisant la prise de parole de ces personnes plus avancées, ça va aussi donner confiance aux autres. Ah ben tiens, elle accueille bien sa question, non, elle ne dit pas que c'est une question bête, au contraire, elle dit ah, ben, super, merci de l'avoir posée. Ou alors se dire ah bah tiens, lui aussi, il n'a pas compris. Lui, il a l'air de bien se débrouiller. Bon, je ne suis pas si bête que ça. Donc, voilà, ça permet cette bulle de bienveillance aussi. Et en plus, ça me permet de valoriser ces personnes qui sont peut-être plus rapides ou qui ont l'impression d'en savoir plus, ce qui est peut-être le cas. Hein, et je vais plus les solliciter. Et en leur disant, ben, tiens, je vois que tu as déjà fini l'exercice, alors est-ce que tu peux t'occuper de la personne à côté de toi parce que j'ai l'impression que
elle a besoin d'aide, puis là, moi, je suis avec une autre personne. Ou alors, dire, n'hésitez pas, vous avez vu, un tel, elle maîtrise bien le sujet, n'hésitez pas à la solliciter. Ou alors, pour m'appuyer sur leur expérience. Ah, je vois que vous avez déjà un cloud, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous l'utilisez, qu'est-ce que vous faites avec, etc. Et ça, j'y arrive aussi parce qu'en début d'atelier, je prends toujours un temps pour faire un tour de table, pour comprendre ce qu'attendent les gens de cet atelier et où ils en sont dans leur pratique. Et ça me permet justement de repérer mes personnes ressources que je vais pouvoir solliciter et repérer ceux qui vont peut-être être plus en difficulté. Voilà. Je terminerai juste en disant, normalement on fait un support pédagogique, clairement, je suis formatrice, donc voilà, j'ai été formée à ça, on a un objectif premier et un objectif secondaire. Et bien souvent, on perd l'idée de l'objectif premier pour ne penser qu'à l'objectif secondaire. Je m'explique. Faire un atelier sur Le Bon Coin, mon objectif premier, c'est pas de leur apprendre à mettre une annonce sur Le Bon Coin. C'est pas ça du tout mon objectif premier. Mon objectif secondaire, oui, même à la limite, c'est même pas un objectif secondaire, c'est un moyen pour me permettre de leur apprendre plein de choses qui vont leur être utiles dans leur utilisation du numérique. En fait, mon objectif premier, pour moi, en tout cas, hein, dans ma pratique, c'est de les rendre autonomes dans leur pratique du numérique. Et donc, si sur cet atelier qui dure normalement 1h30, eh bien, j'ai passé beaucoup de temps à échanger avec les apprenants, on a digressé sur ah ben ouais, les mots de passe, qu'est-ce que c'est compliqué, alors on a parlé plein des mots de passe, puis finalement on n'a pas trop vu comment on met une annonce sur Le Bon Coin, mais c'est pas grave. Parce qu'ils ont pu s'exprimer, on a échangé sur un sujet qui était important pour eux, et en fait, moi, mon objectif premier, il est atteint. C'est bon, ils vont se sentir plus à l'aise, peut-être chez eux, ils vont oser du coup aller cliquer pour essayer tout seul de mettre l'annonce. Ils vont revenir peut-être bien aussi parce qu'ils ont dit, bah, tiens, là, je suis écoutée, j'ose parler, j'ose dire que j'y arrive pas. Et donc, mon objectif premier à moi, il est atteint. Et éventuellement, je vais leur dire, bah, si ça vous intéresse, vu qu'on n'a pas eu le temps de tout faire, eh ben, je vous propose qu'on recale une date et on refait l'atelier pour voir vraiment comment on fait, comment on met une annonce sur Le Bon Coin. Donc, ce qui est le plus important, c'est moi que je m'adapte à leurs besoins, à leur niveau. En fait, c'est ça le plus important dans ma posture, en tout cas pour moi. Voilà. Et je terminerai en disant, je leur donne toujours une petite fiche résumée, ce que fait également dans les supports des bons clics. Et cette petite fiche résumée, même si c'est juste des copies d'écran, c'est pas grave, je leur donne en début d'atelier. Parce qu'en fait, ça va les rassurer. Ils vont être plus sereins. Bah, c'est bon, j'ai un support, je ne vais pas être perdue, je n'ai pas besoin de noter, et du coup, j'écoute ce qu'elle raconte. Quand je rentre chez moi, j'ai un support, peut-être que je vais pouvoir m'appuyer dessus pour recommencer. Et donc, même si moi, en fait, je suis persuadée que ce support, ils ne vont jamais le regarder chez eux, mais ce n'est pas grave. Là, tout de suite, maintenant, ils sont plus sereins. Et du coup, ma bulle de bien-être, de bienveillance, elle est facilitée. Et donc, je leur donne cette fiche, j'essaye en tout cas de leur donner toujours une petite fiche résumée. Et en tout cas, ils en sont très friands. Et si jamais je ne le fais pas, ils râlent parce que je ne leur en ai pas donné. Voilà, donc ça, c'est mon petit plus. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop longue. C'était parfait, c'était très intéressant, Esther. Merci beaucoup pour ces infos. Et il y a eu un peu des questions au fil de l'eau, donc il y en a qui ont occasionné des réponses directement. Et je m'en suis noté 3 que je vais vous relayer. Les autres, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à mettre. Je crois que vraiment votre témoignage a été très apprécié et tout le monde l'a trouvé très intéressant. Il y a une personne qui nous a dit moi, mon public, c'est des gens qui sont assez variés, il y a des seniors, etc. Ils aiment beaucoup l'accompagnement individuel. Comment est-ce que je fais pour les amener vers l'accompagnement en groupe? Alors, pas forcément la réponse définitive à cette question, mais comme vous avez parlé de gérer les écarts de niveau, etc. Oui. Alors, moi, j'ai cette
facilité aussi hein, de dire je peux proposer de l'accompagnement individuel et du collectif. Et donc, moi, j'accueille encore une fois sans jugement, en disant ok, je comprends, pour vous, le collectif, c'est compliqué, vous êtes plus à l'aise avec l'individuel, pas de souci. Je vous propose un rendez-vous individuel. Et quand je sens la personne plus en confiance, peut-être qui maîtrise plus facilement, etc., je lui vends mes ateliers en me disant, vous savez, un super atelier, là, justement, sur cette question dont vous me posez, venez voir, venez. Et puis, si elle me dit, ah, non, non, moi, rien à faire, non, non, ben, ok, je veux dire, on n'est pas tous pareils, il y a des gens, ils paniquent en collectif. Moi, je ne force pas. Hein, j'ai heureusement, moi, dans ma pratique, cette facilité de dire, bah, OK, je peux vous proposer de l'individuel et j'entends. J'entends que vous, ça ne vous convient pas. Alors après, je vais lui reproposer régulièrement. Et j'ai amené souvent des personnes qui commençaient par de l'individuel vers le collectif après en disant, ah, oui, ça va être vachement sympa. Ou alors, ah, bah, justement, là, la question que vous me posez, bah, le prochain atelier, c'est là-dessus. Venez, ça sera, en général, il y a plein de questions, c'est beaucoup plus riche que ce que moi je peux vous apporter. Venez. Voilà, mais je force jamais. D'accord. Ok. Il y a une question aussi un peu différente qui a été posée sur la capacité des aidants à prendre un peu du recul sur leur pratique et à avoir des temps réguliers d'analyse de la pratique. Est-ce que vous avez cette possibilité-là? Alors, peut-être avec d'autres collègues, de se retrouver tous les mois ou tous les 3 mois, j'en sais rien, et se dire, faire le bilan un peu de vos accompagnements. Parce que comme vous montrez une prise de recul sur vos pratiques, est-ce que ça se fait de manière un peu coordonnée avec d'autres personnes ou pas? Alors, oui et non. Sur France Service, malheureusement, je suis seule. Donc, l'analyse de la pratique, je me la fais à moi-même, c'est-à-dire que je prends toujours un temps en fin d'atelier de me dire, bon, alors, est-ce que je suis contente de moi ou pas? C'est pas mon public qui est pas bon. Hein. S'il n'a rien compris, c'est que j'ai mal expliqué. Hein, moi, c'est comme ça que je le conçois. Je suis une professionnelle de l'accompagnement. Donc, si j'ai mal accompagné, c'est pas mon public qui est mauvais, c'est moi qui suis mauvaise. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Hein? Si là, ils n'ont pas compris, bon, ben, il faut que je le présente différemment. Par exemple, je faisais un atelier sur la sécurité numérique. Qui était hyper barbant parce que c'était que des apports théoriques. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Faire attention, attention, il ne faut pas faire ça, nanana, etc. Et je me suis dit, ça ne va pas du tout. J'ai un ton professoral, là, c'est pourri comme tout. Et alors, moi, j'ai été formée, parce que j'étais formatrice avant, j'étais formée à une méthode de développement personnel qui s'appelle la DVP. Je vous conseille, si vous avez l'occasion de vous former, c'est formidable, la DVP. Et je me suis rappelée de cette formation que j'ai eue il y a une dizaine d'années, où on pouvait prendre le contre-pied. C'est-à-dire que, en fait, moi, l'atelier, maintenant, c'est les 10 conseils pourris pour être sûr de se faire pirater. Et du coup, c'est super joyeux. On rigole. Hein. Alors donc, je dis, eh ben voilà, pour, je ne sais pas, les mots de passe, ah ben, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Ou je vais dire mot de passe. Et alors là, tout le monde se marre parce que, oh, bah, c'est ce que je mets. Donc, voilà. Du coup, toutes les erreurs, elles sont joyeuses. Et ensemble, on réfléchit. Alors, on dit, ah, bon, bah, du coup, ça, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on ait un mot de passe beaucoup plus sécurisé? Et voilà. Donc, je fais cette rétrospective de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, je me le fais toute seule. C'est vrai qu'avant, quand j'étais formatrice, on avait des temps d'analyse de la pratique et que c'était effectivement très aidant. Par exemple, le fait j'étais formatrice auprès d'un public jeune en insertion professionnelle, en exclusion, qui était vraiment pas facile. Et un jour, je m'étais fixé un programme et ils n'avaient pas du tout adhéré. Ça avait fini en clash. Ils m'avaient balancé la table à la figure. Enfin bon, ça avait été catastrophique. Et j'avais la chance à l'époque de faire de l'analyse de la pratique. Et la psychologue qui nous faisait l'analyse m'a dit, mais Esther, pourquoi c'était si important de finir puisque ça ne leur plaisait pas? Et là, je me suis dit, ben ouais, pourquoi j'ai voulu absolument faire alors qu'eux, ils ne voulaient pas. Je ne suis pas enseignante avec un programme scolaire absolument à tenir à faire. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est vrai que hein, je me mets plus de liberté sur, OK, j'avais prévu de faire ça aujourd'hui, on ne l'a pas fait, mais c'est pas grave.
Parce que le besoin de mes apprenants, aujourd'hui, c'était pas ça. Et moi, je suis là pour leur donner ce dont ils ont besoin. Donc, si c'est pas ce que j'ai prévu, eh ben, tant pis pour ma pomme, c'est pas grave, hein, mais je vais faire autre chose. Et là, du coup, ça dédramatise et ça décomplexe ma pratique. Et je ne suis pas en stress, et eux non plus. Et du coup, c'est super convivial ce que je fais. Voilà. Donc, c'est vrai que l'analyse de la pratique, c'est génial. Et si vous avez la possibilité de le faire, franchement, allez-y, osez dire vos difficultés, réfléchir dessus avec vos collègues, parce que justement, le fait de prendre du recul, ça permet de comprendre plein de choses sur sa pratique. Ok, bah, merci beaucoup pour ce retour. Il nous reste 5 minutes, du coup, j'ai une dernière question que j'avais notée. Après, peut-être on aura le temps d'en prendre une en plus. Il y avait une question sur, une question qui revient souvent, qui est assez basique, mais qui est super importante. C'est comment vous faites venir les personnes à vos ateliers, vos formations, etc. Alors, ce que je disais, c'est j'essaye de faire des thématiques qui pourraient les intéresser. Donc ça, je suis vraiment très sensible. Et je leur donne toujours un questionnaire de satisfaction à la fin, où je leur dis, mettez-moi les thématiques que vous voulez que j'aborde. Je me cale sur vous. J'essaye de me caler aussi sur l'actualité. Depuis quelque temps, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle générative, ChatGPT, tout ça. Bon, manifestement, ça intéresse. Mais les gens, ils ne savent pas c'est quoi, ou alors c'est pas bien, voilà, ça va nous pourrir le cerveau, machin. Enfin, j'ai plein de réactions. En tout cas, ça ne laisse pas indifférent. Et du coup, je me suis dit, bon, ouais, ma vieille, il va falloir y aller, quoi, hein. Tu fais un atelier sur ChatGPT et l'intelligence artificielle. Et je crois que j'en suis au 3e ou 4e, tellement j'ai d'inscriptions, parce qu'ils sont super intéressés par ça. Donc, coller aussi à l'actualité. Et puis après, j'avoue, c'est du bouche à oreille, hein. Les gens, ils aiment bien venir à mes ateliers, donc ils invitent la voisine à venir avec eux, ou ils en parlent. Et ce que je fais aussi, grâce à France Service, et nous, on est en plus une commune, enfin, je suis portée à la France Service par une communauté de communes, je transmets tous les mois mes ateliers, le programme de mes ateliers à toutes les communes. Et les communes jouent le jeu, elles affichent le programme de mes ateliers, et j'ai beaucoup de retours, en tout cas sur les seniors, grâce à cet affichage des mairies. Ok. Merci encore pour toutes ces infos. Je pense que, vu les commentaires, je pense que ça va bénéficier à un grand nombre, et c'est vraiment le but Tant de mieux. ce webinaire. Donc, on s'en réjouit. Il nous reste vraiment à peine 2 minutes. Du coup, je vais quand même passer aux dernières étapes. Je pense qu'on a pu répondre à pas mal de questions, que ce soit via le chat ou via ces dernières interventions. Simplement, en termes de prochaines étapes, donc, il y en a plein d'entre vous qui nous l'ont demandé dans le chat tout au long du webinaire. Vous allez recevoir le support qui a été présenté par email. Donc, c'est-à-dire que tous les liens dont on a parlé, ils sont accessibles depuis ce support. Vous aurez tout sous la main. Et autre sujet qui est pas des moindres, on va vous demander de réagir à une petite enquête, un petit questionnaire de satisfaction, hein. Ça prend à peine 2 minutes à remplir. Je vous mets un lien dans le chat. C'est un petit Google Form. Voilà, c'est simplement pour avoir votre avis sur ce qu'on fait, continuer à s'améliorer, identifier les thématiques qui vous intéressent, et faire en sorte que ce webinaire soit le plus utile pour vous. C'est très important pour nous. Et voilà, donc si ça ne vous embête pas de prendre 2 minutes, peut-être là, juste dans la foulée du webinaire, comme ça, vous avez encore tous les sujets en tête. En tous les cas, pour nous, c'est important. Voilà, j'ai mis le lien dans le chat, ma collègue aussi, donc merci d'avance d'y répondre. Sur ce, je vous remercie à nouveau de votre participation active à ce webinaire. Merci en particulier à Esther pour ce témoignage très intéressant. Et je vous invite à revenir au prochain webinaire Les Bons Clics, parce qu'il y a un programme riche de webinaires. Donc, regardez un petit peu les sujets qui arrivent et n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Merci beaucoup et excellente journée à tous. Au revoir.